RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Nous sommes aujourd'hui en direct et comme je vous dis tout, nous avions enregistré notre première émission dans l'après-midi du 16 octobre, bien loin d'imaginer le drame qui a eu lieu le soir même. Un professeur a été égorgé pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves, des termes mis bout à bout, qui font d'énièmes dépêches AFP, d'énièmes tweets scandalisés, d'énièmes discussions sur les plateaux télé. Un schéma auquel on serait tenté de s'habituer, mais en fait est surtout une réalité glaçante. Les hommages aux professeurs se sont multipliés, la lettre de Jaurès a été lue dans tous les établissements scolaires, mais la tension est toujours là et chacun d'entre nous la ressent. Dans quel monde vit-on ? C'est la question rhétorique, facile, presque dénuée de gravité qu'on se pose de façon désormais indifférenciée quand les populismes nous gangrènent, une pandémie nous fragilise et les terroristes nous attaquent. Depuis, l'attentat de Nice nous a aussi endeuillés, Nadine de Villers, Simon Barreto Silva et Vincent Loquès, victimes de l'islamisme, étendard d'une vie simple, qu'on aspire tous à mener ici dans notre pays. Ce pays dans lequel mes parents ont débarqué il y a quelques dizaines d'années, les vôtres aussi peut-être, un refuge, la promesse d'un avenir plus serein, la garantie d'une liberté plus affirmée, bref, la France. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité politique Mohamed Sifaoui, avec qui nous parlerons de terrorisme. Puis ce sera au tour de Yuval Wetning, président de l'UEJF Lille, et Youssef Mursiano, secrétaire national de l'UEJF, de nous parler de leurs actions sociales pendant le confinement. Ensuite, l'heure viendra de ma pastille de la semaine sur les élections américaines. On recevra ensuite notre invité culture, le pianiste franco-israélien Yaron Herman. Puis on fera un tour de la culture confinée avec Noam Meguira. On partira en Israël, le temps de l'indépendance avec Moti Ligvornik. Et enfin, ce sera l'édito de la présidente de l'UEJF, Noémie Madar, sur la haine en ligne. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Et on commence tout de suite avec notre invité politique, Mohamed Sifaoui, que je suis ravie de recevoir. Mohamed Sifaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, réalisateur, directeur de la publication de la chaîne plateforme Islamocop TV et directeur du magazine Contre-terrorisme. Comme vous le faites sur Islamocop et comme on devrait le faire dans n'importe quel exercice avant de commencer un peu, est-ce que vous pourriez nous donner en quelques mots les définitions de ces termes qu'on entend partout, tout le temps et sûrement parfois utilisés à mauvais escient ? Islamisme, djihad, islamisme radical, islam politique, terrorisme islamiste. D'abord, il y a des termes que je n'utilise pas parce que ce serait un pléonasme. L'islamisme radical qui est parfois utilisé dans les discours officiels, moi j'ai appelé officiellement à ce que cette expression soit bannie puisque le terme se suffit à lui-même. L'islamisme, par le suffixe qu'on lui adjoint, enfin qu'on adjoint à la racine islam, veut dire l'idéologisation et la politisation des textes islamiques approchés de façon littéraliste. Le djihadisme, c'est une pensée, une doctrine qui appelle à utiliser la violence pour imposer des éléments contenus dans la pensée islamiste, justement. Donc, il faut faire très attention, et vous avez raison d'aller directement sur cette question sémantique, parce que souvent, on n'a pas traité la question convenablement parce que déjà on n'a pas su la nommer. Alors il y a des avancées considérables qui ont lieu depuis quelque temps dans le discours public puisqu'on ose enfin parler de terrorisme islamiste. Alors certains voudraient qu'on ne parle que d'islam et considérer que l'islam et l'islamisme c'est la même chose. Alors je le dis non pas pour faire comme diraient certains adeptes de la parole un peu, je dirais, excessive, c'est pas pour faire politiquement correct, c'est juste que l'islam est une religion qui contient son corpus, qui peut être approché de façon totalement apaisée lorsque le croyant la confine dans sa sphère privée et qu'elle lui permet, je dirais, de se structurer autour de pratiques religieuses, d'un culte bien précis et qui se nourrit de textes religieux qui sont effectivement, je dirais, une réalité. Et l'islamisme, c'est autre chose, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est l'utilisation d'une seule interprétation littéraliste, non contextualisée, qui trouve ses origines dans un islam du 7e siècle,
ou de ce qu'on en sait, parce que il y a très peu de travaux historiques dans le monde musulman qui ont été validés scientifiquement. On se fie, je dirais, à une transmission orale, et les islamistes, justement, cette incapacité à moderniser les textes dont ils se réfèrent est liée au fait qu'ils considèrent que toute contextualisation ou toute modernisation serait une trahison du texte. Et par conséquent, ils sont dans une approche du 7e siècle, avec tout ce que cela engendre comme conséquence, comme décalage avec l'époque dans laquelle ils vivent. C'est la raison pour laquelle il faut expliquer, faire de la pédagogie, expliquer que l'islam, lorsqu'il est interprété de façon intelligente, devient une religion comme une autre, avec aussi ses archaïsmes propres, mais comme dans toutes les religions, il y a des archaïsmes. Et quand c'est interprété de façon littéraliste, ça renvoie au Moyen-Âge. Et concrètement, aujourd'hui, c'est qui est-ce qui nous menace? Aujourd'hui, la menace terroriste, elle émane d'une pensée djihadiste qui est transversale, que l'on retrouve dans des organisations type Daesh ou Al-Qaïda, mais je dirais que la pensée djihadiste dépasse aujourd'hui le cadre de Daesh et d'Al-Qaïda, puisqu'il y a une pensée qui s'est autonomisée et qui fait son chemin, je dirais, sans avoir besoin d'un cadre structurant, classique, terroriste, comme ça a été le cas au cours des 20-30 dernières années. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué. Le djihadisme, c'est d'abord une pensée qui légitime une action violente et qui désigne, sous des motifs divers et variés, des cibles. Et dès le moment où les individus adhèrent à cette pensée, ils peuvent, sans même en référer à une quelconque autorité morale ou religieuse, ou même ou à n'importe quel idéologue, ils peuvent d'eux-mêmes passer à l'action. Et cela s'est accentué parce que le message djihadiste qui était confiné jusque-là dans des lieux particuliers, dans des groupuscules, s'est totalement, je dirais, dispersé, un peu comme un virus, à travers notamment les réseaux sociaux, qui ont permis aux tout venants d'avoir accès, je dirais, à des textes qui étaient réservés à une certaine élite islamiste, entre guillemets. Il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé à travailler sur les mouvements islamistes, les islamistes avaient pour beaucoup d'abord une formation scientifique totalement respectable et ensuite ils devenaient islamistes et donc ils se structuraient. Donc le temps passé à la compréhension des thèses islamistes et djihadistes était beaucoup plus important. Ensuite, on a eu un deuxième temps à partir du début des années 2000 où les djihadistes étaient un peu des gens qui avaient connu un parcours un peu délinquant et qui se sont recyclés un peu pour rentrer c'est ce qu'ils croyaient ou ce que croyait leur entourage, pour rentrer un peu dans une sorte de comportement acceptable non délinquant. Ils allaient vers ce qui leur semblait être un militantisme à caractère religieux. Et il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la troisième génération du djihad. Et là, c'est très particulier parce que c'est des gens qui n'ont absolument aucune connaissance, d'abord aucune connaissance de la religion, aucune connaissance de l'idéologie islamiste, et qui prennent comme ça une sorte de fourre-tout fait de briques et de brocs, qu'ils récupèrent notamment sur Internet ou dans leur environnement réel restreint, c'est-à-dire le quartier, et qui le plus souvent sont des délinquants qui ont quelques bribes d'informations, de connaissances, et ça leur suffit à passer à l'acte. Alors voilà un peu le spectre auquel nous faisons face. C'est très compliqué parce que ce qui change, c'est qu'avant, les États savaient détecter les islamistes. Ces derniers obéissaient à des codes, à un fonctionnement, fréquentaient les mosquées avec assiduité et progressaient comme ça au fil de leur parcours pour devenir des gens extrêmement dangereux. Là, aujourd'hui, les États, mais quels qu'ils soient, y compris les États parfois musulmans, ne savent pas détecter le profil de la plupart des terroristes parce que ce profil a changé et c'est devenu véritablement le tout venant. Mais c'est justement ce qu'on a vu là avec l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine.
Et au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de réflexions qui s'agrègent depuis cet attentat autour de l'école. À votre avis, comment on fédère à nouveau autour de nos valeurs dès l'école, en fait? En vérité, on met sur les épaules de l'école plus que ce qu'elle peut, que ce qu'elle peut supporter. Euh, le problème, c'est pas tant l'école. Le problème, c'est la suppression ou l'effritement de plusieurs digues qui n'ont plus la capacité de jouer le rôle qu'elles jouaient jusque-là. Je précise, ma pensée, c'est notamment ce qu'il faudrait voir, c'est d'où sortent finalement tous ces gens qui passent à l'acte. Il y a quelque chose qui les caractérise, c'est les quartiers ghettos ethno-religieux. Et dans les quartiers ghettos ethno-religieux, il y a d'abord une séparation véritable avec la communauté nationale qui se produit. Il y a un écosystème islamiste qui diffuse une propagande. Et dans cette propagande, il y a notamment deux facteurs très importants qui travaillent l'esprit ou les esprits des aspirants djihadistes. C'est le discours victimaire. En gros, les musulmans sont victimes d'un racisme d'État. C'est pour ça qu'il faut combattre cette propagande mensongère. Et le deuxième élément, c'est la diabolisation de l'autre. Et ces diabolisations touchent différentes couches, je dirais, de la société. D'abord, la société française dans son ensemble. Mais ça, concrètement, ensuite, comment on lutte contre ça? Ce serait quoi les mesures adaptées selon vous et proportionnées? Juste 30 secondes. Les différentes couches, donc la société, la communauté nationale, les policiers, les intellectuels, les médias, les hommes politiques, la communauté juive, les homosexuels, les catholiques, enfin, toutes ces catégories sont diabolisées à des niveaux, je dirais, quand j'ai énuméré, ce n'est pas une hiérarchie, il n'y a pas d'hiérarchisation. J'ai donné pêle-mêle, en gros, dans le discours islamiste, voilà ce qui est diabolisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, toutes les mesures qui sont prises ou qui seront prises ne seront véritablement efficaces que si l'État prend conscience d'une réalité, c'est qu'il faut reconquérir totalement le territoire et détruire, casser, démanteler littéralement les ghettos ethno-religieux. Faire en sorte à ce que les gens ne se retrouvent pas dans un huis clos communautariste et religieux dans lequel il se passe énormément de choses extrêmement graves, c'est-à-dire la diffusion de notamment cette propagande de diabolisation de la société dans son ensemble et dans sa diversité. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je plaide depuis déjà longtemps sur deux éléments qui me paraissent très importants. D'abord pour la société, aujourd'hui que les pouvoirs publics donnent l'impression de s'être réveillés et qu'il y a une dynamique qui est en train de s'inverser et de s'installer, une dynamique anti-islamiste qu'il faut porter et encourager. Il faut aussi que la société comprenne une chose, c'est que l'islam politique ou l'islamisme s'est enquisté dans la société pendant les 35 dernières années. On ne pourra pas l'extirper ou l'éradiquer en 6 mois. Ça, il faut être réaliste, on n'est pas dans des discussions de bar PMU, parce que parfois ce que je lis sur les réseaux sociaux est totalement surréaliste. Les gens pensent que voilà, il y aurait des recettes miracles et qu'il faudrait mettre en place ces recettes miracles. Les uns pensent qu'il faut créer un Guantanamo, les autres il faut expulser à tout va, les autres faire une loi, etc. C'est pas, pardon de le dire ainsi, c'est vraiment du n'importe quoi, parce que quand on veut lutter contre l'islam politique, il faut d'abord engager une dynamique contraire à l'islam politique. La deuxième chose, comme je l'ai dit précédemment, il faut démanteler littéralement les ghettos ethno-religieux. Et la troisième chose, aller vers des interdictions je dirais, d'associations et de relais, notamment des librairies, mais pas seulement, d'organisations qui sont des relais et des diffuseurs de la pensée islamiste, y compris djihadiste. Alors, il y a aussi beaucoup de choses encore à explorer, mais on n'aura pas le temps de voir tout et je risque d'être extrêmement long.
Alors, je vous pose juste une dernière question. Vous avez récemment posté une vidéo avec un t-shirt sur lequel on voit une de Charlie Hebdo. Vous le présentez comme un acte de résistance. C'est quoi pour vous une société où aujourd'hui un acte si anodin devient un facteur de mise en danger? Pour moi, la chose est très simple. Ce qui n'est pas interdit par la loi, personne ne peut l'interdire. Donc, quand des groupes religieux ou prétendument religieux ou des courants idéologiques cherchent, sous la menace, à imposer un point de vue, il faut le résister en faisant exactement le contraire de ce qu'ils veulent imposer. J'ai fait une vidéo, un éditorial sur islamoscope.tv pour justement rappeler que rien, en tout cas en ce qui me concerne, rien ne m'interdira de publier des caricatures du prophète, des musulmans. Que les choses soient claires. Et rien ne m'interdira de critiquer toutes les religions, y compris de façon la plus excessive qui soit, et de les interroger et de les laisser ou les remettre à leur place. Toutes les religions confondues et toutes les croyances. Ça, en ce qui me concerne. Et j'ai fait plus que ça, je n'ai pas fait qu'une vidéo. J'ai été à un salon du livre dans le sud de la France où, dès que je suis arrivé, d'abord j'ai fait une conférence avec ce t-shirt montrant la une de Kabu, pour laquelle il a été assassiné. Mahomet débordé par les intégristes, c'est dur d'être aimé par des cons. Et ensuite, j'ai reçu les lecteurs avec ce t-shirt, bien visible. Certains ont pensé que c'était une provocation. On peut la prendre comme une provocation. C'est une provocation pour imposer, je dirais, la liberté d'expression. Encore une fois, tant que je ne serai pas condamné par un tribunal qui m'expliquera que en France, on ne pourra pas blasphémer, entre guillemets, sachant qu'il n'y a même pas de blasphème, la notion de blasphème est religieuse, elle n'est pas juridique, tant qu'un juge n'actera pas cette interdiction, aucun homme, aucune femme, aucun citoyen, aucun religieux ne pourrait m'interdire de critiquer, y compris, et de diffuser des caricatures moquant les religions, et y compris l'islam. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et on se retrouve juste après l'hommage en musique de 21 artistes à Samuel Paty. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons des fiancés, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écrirai ton nom. Sur les champs sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. On est de retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 et on ouvre maintenant notre page mobilisation pendant le confinement et on part tout de suite pour Lille avec Yuval Waknin, président de l'UEJF Lille. Salut Yuval, je te laisse te présenter. Salut Elsa, je m'appelle Yuval Waknin, j'ai 22 ans, je suis élève ingénieur aux arts et métiers et depuis bientôt 1 an, je suis président de la section lilloise de l'UEJF. Tu peux nous en dire un peu plus sur ta section? Oui, la section est de retour sur Lille depuis 1 an. Nous organisons de nombreux événements militants contre la haine et de transmission de la mémoire dans le nord de la France, comme des tractages et des conférences. Récemment, nous avons participé à l'hommage pour Samuel Paty, réunissant 1500 personnes place de la République à Lille, où nous avons distribué une centaine de unes de Charlie Hebdo. Nous organisons aussi des événements conviviaux, comme des after-work, réunissant une trentaine d'étudiants lillois. Bon, je crois que c'est de notoriété publique. Le confinement est de retour. Avec l'UEJF Lille, vous avez mené de nombreuses actions durant le premier confinement. Est-ce que tu peux nous en parler? Au début du premier confinement, avec le bureau, nous nous sommes demandé comment être utile et rester militant tout en étant confinés. Nous nous sommes rendus compte que le confinement allait nous laisser du temps
et que nous pourrions suppléer les personnes à risque en faisant leurs courses et distraire les personnes seules qui forcément s'ennuyaient toute la journée. Partant de ce constat, nous avons décidé de réaliser une chaîne de solidarité envers les personnes isolées de la communauté lilloise. Avec une trentaine d'étudiants de l'UEJF de toute la France, nous avons appelé tous les jours 70 personnes isolées et fait, avec l'aide de la communauté, leurs courses si besoin était. Une véritable chaîne intergénérationnelle s'est créée. C'était notre rendez-vous post-cours tous les jours. Au départ, on les appelait pour s'assurer qu'ils allaient bien. Et finalement, à force d'échanger, on s'est trouvé des points en commun. Et finalement, les personnes qu'on appelait nous sortaient aussi de notre isolement. Chaque militant de l'UEJF en est ressorti grandi et souhaitait rencontrer leurs contacts du confinement, si bien qu'une véritable chaîne intergénérationnelle s'est créée. Vous avez aussi fait des actions militantes pendant le confinement ? Oui, nous avons participé au testing Twitter organisé par le Bureau national avec SOS Racisme, SOS Homophobie et J'accuse, dont les résultats ont montré des failles dans la modération des messages haineux sur le réseau social. Dans la section, nous avons aussi organisé une conférence sur Zoom et en Facebook Live sur la révolte du ghetto de Varsovie. Marek Alter nous a fait part de son expérience au sein du ghetto pendant cette révolte. Nous avons eu plus de 500 personnes en live pendant la conférence. Cette commémoration a permis de montrer qu'il était possible de continuer à militer tout en étant confiné et le besoin de chacun de se réunir pendant ces temps difficiles. Et en quoi c'est important pour toi, pour ta section, de connaître et de faire connaître cette mémoire ? C'est très important pour nous. Dans le Nord-Pas-de-Calais, l'histoire de la Shoah est bien différente du reste de la France. Les Juifs étaient déportés via la Belgique et le camp d'internement de Malines près de Bruxelles. Nous avons ainsi organisé en présentiel une commémoration de la rafle du 11 septembre 1942, rafle du Nord-Pas-de-Calais de la Belgique, si peu connue en France et même dans le nord de la France, réunissant une centaine de personnes. Cela afin de rendre hommage aux 513 victimes de cette rafle, que chacun puisse se rendre compte que la Shoah a eu lieu dans leur ville, parfois même dans leur rue ou même dans leurs immeubles, qu'ils comprennent que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'eux-mêmes deviennent des militants du plus jamais ça. Et est-ce que vous avez des plans d'action pour le deuxième confinement ? Oui, nous avons recréé la chaîne de solidarité pour le deuxième confinement qui s'est encore agrandie. Tous les militants ayant participé à la chaîne du premier confinement ou presque ont souhaité reprendre leurs appels. Nous avons reçu d'autres numéros de personnes appelées que nous avons attribués à de nouveaux militants de l'UEJF Lille. J'en profite pour remercier Fabienne Salzberg, secrétaire de la communauté, qui nous aide à faire le lien entre la communauté, les personnes isolées et nous, et qui trouve toujours une solution pour leur venir en aide. Et pour finir, il me semble qu'avec la section, vous avez prévu une conférence cette semaine. Dis-nous tout. Dans le cadre de l'année de Gaulle organisée par la région Hauts-de-France, nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Ayoun, ancien président de l'UEJF, et Judith Cohen-Solal, ce jeudi à 21h pour une conférence sur leur dernier livre, Les adieux au général. Venez avec nous découvrir comment la France et le monde ont vécu la disparition du leader français. Rendez-vous ce jeudi à 21h en Facebook Live sur la page de l'UEJF Lille. Merci pour votre invitation. Merci à toi Yuval, le rendez-vous est pris à jeudi. Bravo pour toutes ces belles actions. Et on retrouve Youssef Murciano qui est secrétaire national de l'UEJF, un peu moins loin cette fois, dans le 9e arrondissement. Salut Youssef. Salut Elsa, salut tout le monde. Nouvel épisode de l'Impertinente, nouveau monde, confinement 2.0 un peu spécial depuis une semaine. Un confinement nouveau, où beaucoup continuent de partir au travail, où nos petits frères continuent d'aller au collège ou au lycée, où l'on compte plus le nombre de grands électeurs dans l'État de Virginie plutôt que le nombre de contaminations au Covid. Un confinement d'un nouveau genre donc, où beaucoup de choses changent. Pour autant, je voulais attirer votre attention sur une chose qui n'a pas changé, la situation des étudiants. Premier constat, comme en mai, les universités sont fermées. Comme en mai, les partiels arrivent à grands pas et le décrochage guette. Comme en mai, les étudiants n'ont presque plus aucun lien social. Mais surtout, comme en mai, les étudiants vivent enfermés, parfois seuls, dans des studios minuscules, parfois en famille, à partager la table du salon pour réviser ses cours ou à faire une dissertation de droit administratif sur un lit superposé. Second constat. À l'UEJF, dès le premier confinement, nous avons compris que les étudiants ont besoin de liens, ont besoin de manger et d'espace pour s'épanouir et se construire, et surtout pour étudier. C'est pour ça qu'à l'UEJF, et dès le premier confinement, les actions sociales ont pris une place importante dans nos journées. C'est pour cette même raison que l'UEJF s'adapte en proposant du rassemblement virtuel à travers les réseaux sociaux, que ce soit par des conférences en Zoom ou par un live Insta avec notre cher Michel Boujna. Dans tous les cas, l'UEJF se doit de rassembler et de soutenir les étudiants en situation de précarité, mais aussi ceux qui se sentent seuls, isolés et qui n'arrivent pas à étudier. C'est pour ça que l'UEJF a créé une résidence étudiante qui se donne comme objectif d'accueillir les étudiants en situation de précarité, sociale ou financière. Cette résidence, elle permet aussi de faire rayonner l'UEJF par des actions sociales militantes et rassembleuses. D'ici, oui, vous l'avez compris, j'y suis en ce moment même, d'ici les étudiants s'activent, pensent le rassemblement d'aujourd'hui, luttent contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, font en sorte de promouvoir leur culture, les valeurs de l'UEJF et les valeurs françaises. D'ici, les actions sociales reprennent, se multiplient et se réinventent. D'ici, les étudiants s'engagent pour l'effort national. Alors pour vous qui m'écoutez depuis votre bureau, votre lit superposé ou à la table du salon,
Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Insta, Facebook, LinkedIn. Ouvrez votre boîte mail et dévorez la newsletter de l'UEJF. Et si vous êtes, vous, ou si vous connaissez un étudiant isolé qui a une envie de s'engager, je vous laisse cette semaine mon numéro au 06 75 07 41 97. Appelez-nous et rejoignez-nous. Merci Youssef, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à les appeler presque à toute heure et à suivre tous les événements en ligne de l'UEJF sur leurs réseaux sociaux. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Et on retrouve tout de suite, bienvenue déjà si vous nous rejoignez, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours en direct, toujours sur RCJ, et maintenant place à la culture. Je suis ravie d'accueillir Yaron Herman. Bonjour. Bonjour. Pianiste de jazz connu dans le monde entier, vous remportez une victoire du jazz en 2008, vous êtes président de la Montreux Jazz Academy pour les éditions 2015 et 2016, mais également compositeur des campagnes de pub Free, Société Générale ou encore Hermès, mais c'est aussi la pédagogie, la transmission qui vous anime. C'est le sens de votre livre Le déclic créatif, sorti il y a à peine un mois aux éditions Fayard, un parcours initiatique dans lequel vous nous accompagnez avec méthode et bienveillance. Vous déconstruisez beaucoup de préjugés liés à la créativité. Vous écrivez « Descendons la créativité de son piédestal pour la remettre à sa place au cœur de nos vies ». Est-ce qu'on a donc tous les germes de cette créativité en nous et comment sait-on sur quoi l'exercer ? Absolument, je crois vraiment sincèrement que nous avons tous une créativité innée qu'on finit par évidemment soit accomplir à travers une passion, à travers une idée, un projet, etc. ou tout simplement un tout petit peu la négliger, la laisser au bord de la route parce qu'on croit que finalement on n'est pas fait pour ça, c'est pas quelque chose d'indispensable, on le fera plus tard, etc. Et je considère qu'il n'y a pas des gens créatifs et des gens pas créatifs de manière générale, parce qu'on entend souvent ça, vous savez, je suis pas créatif, etc. Je crois qu'il y a des gens qui utilisent leur créativité et des gens qui n'utilisent pas encore leur créativité. Donc l'idée serait d'imaginer que l'on puisse tous prendre possession de cette énergie vitale qui nous anime et s'y mettre. Et évidemment, ensuite dans le livre, j'essaie de donner des clés pour justement accéder à toutes ces choses-là, quoi. C'est quoi l'écosystème des idées dont vous parlez et comment on fait pour adopter cette vision ? L'écosystème des idées, c'est simplement la notion qu'une idée ne vient jamais seule. C'est-à-dire quand on a une idée, on a souvent tendance à la classer bonne, mauvaise, ridicule, absurde, etc. Et je considère que voilà, une idée cache souvent une autre. C'est-à-dire qu'une idée qu'on peut considérer comme bête ou comme inappropriée ou comme voilà, un peu ridicule ou absurde, à un moment donné peut se révéler extrêmement utile. C'est comme si les idées, de manière générale, étaient comme un puzzle. Et vous nous parlez aussi dans ce livre de l'importance d'écouter ses émotions. Vous écrivez « J'arrête tout, je m'assois ou je m'allonge et je ferme les yeux. Je n'essaye pas de comprendre, j'essaye simplement d'être là ». Mais est-ce que pour vous, le confinement est propice à ce recul ou au contraire, on est tellement acculé qu'il en détruit toute possibilité de recul sur ses émotions ? Je pense qu'on oscille tous et toutes entre les deux états, parce que c'est évidemment une situation inédite et extrêmement difficile à gérer. On peut être tantôt dans une bonne journée, une bonne énergie, en train de se dire « Ah, voilà, aujourd'hui, je vais faire tant de choses ». Et ensuite, être déprimé en se disant « Mais où va le monde ?» Donc, l'idée, c'est savoir prendre possession justement de ces émotions et ne pas être forcément possédé par eux, non, ou par elles. Oui, par elles. Par elles. Et vraiment les mettre à l'œuvre quelque part, c'est-à-dire que savoir les utiliser comme énergie et les exprimer. Donc, les exprimer, ça peut être en écrivant, en faisant n'importe quelle activité créative. Chaque chapitre de votre livre commence par une citation. C'est laquelle, celle qui fait le plus écho à votre propre parcours créatif ? Je ne saurais pas choisir entre mes enfants. Je ne sais pas. Je pense que chaque citation représente peut-être une étape dans le chemin que je continue à parcourir. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment l'idée que l'on doit tous s'engager vis-à-vis de notre créativité, que c'est vraiment une question de vitalité, de santé. En hébreu, par exemple, le mot bria, qui veut dire création, c'est la même racine que
que santé, briut. Donc la racine bara. Donc il y a un lien étroit dans le judaïsme entre la santé, donc ça peut être une santé mentale, santé physique, le bien-être et le fait de s'engager avec cette énergie créative. Et est-ce que pour vous, il y a une fin à la créativité ? À la créativité, non. Il peut y avoir une fin qui est le résultat d'un processus créatif, c'est-à-dire une œuvre ou un produit ou quelque chose qu'on peut montrer en disant voilà l'aboutissement d'un cheminement. Okay? Mais en tant qu'énergie, en tant qu'élan, la créativité par définition est un processus qui ne se termine jamais, qui s'auto-régénère. C'est vraiment un cercle vertueux qui se nourrit de lui-même. C'est-à-dire, c'est vraiment ce mouvement, cette quête qui crée des solutions, qui convoque et amène d'autres idées. Voilà. Un grand merci d'avoir été notre invité culture, Yaron Herman, et on va se quitter avec un de vos morceaux. Merci beaucoup. Avec joie. La culture, c'est pas fini dans l'impertinente. Librairie ouverte ou fermée, Noam Meguira, communicant de talent, ancien vice-président de l'UEJF, conseiller culture de tous ses amis, adversaire redoutable au blind test, est là pour guider vos choix culturels. Salut Noam. Salut, quelle présentation. Bah kiff, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Bonsoir. Bon alors, moi je me suis penché sur la culture, donc j'ai vu que depuis le début du confinement, vous faites semblant de suivre vos cours en ligne, tout en zappant. Oui, aujourd'hui, enfin à mon époque, on zappait. Tu es à ton 283e épisode des Marseillais et tu ne sais pas si tu supporteras un mois et demi de film de Noël, où Sandy, 34 ans, désespéré, bouscule Corentin, mannequin de 22 ans, au supermarché, et s'ensuit une magnifique histoire d'amour. Cette chronique est faite pour toi.
C'est parti pour un petit méli-mélo de recommandations culturelles. Elsa, est-ce que depuis le début du confinement, tu te demandes comment tu peux soutenir les librairies? Mais grave. Mais vous ne savez pas quel livre acheter? Bah non, c'est vrai, dis-nous. Je comprends, moi-même j'ai déjà acheté le dernier tome des Aventures de Picsou juste avant le confinement. Mais n'ayez crainte, j'ai la solution pour vous. En ce jour de commémoration de la mort du général de Gaulle, je vous propose de découvrir les backstage des 4 jours où la France a retenu son souffle. Pouvoir, alliance, succession, trahison ou petites histoires, vous saurez tout ce qui s'est passé. Je vous conseille donc Les Adieux au général de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoud. Ça se lit plutôt facilement et agréablement et c'est un vrai plaisir. Je confirme, un livre passionnant, mais j'en dis pas plus, j'ai quelques accointances avec l'un des auteurs à Skip. Skip. Autre nouveauté dans le monde de l'édition, c'est ce qu'on appelle le webtoon. Le webtoon, c'est une petite BD découpée en épisodes et disponible exclusivement en ligne. Toutes les maisons d'édition ont lancé leur plateforme et cette semaine, je vous fais un focus sur celle de Dupuis, la grande maison d'édition qui vient de devenir totalement gratuite en ligne. Vous pourrez y découvrir des contenus humoristiques, des contenus fantasy, mais aussi quelques contenus de qualité. On vous conseille Les Complotistes, une série sur les complotistes, L'Impossible Donald, une série sur l'impossible Donald, donc pas Donald Duck mais Donald Trump, et encore Les Yézidis, donc une série sur 2 jeunes femmes yézidis perdues en Irak. Et quand on aura fini de lire tout ça, il y a d'autres choses à faire? Mais bien sûr, Elsa, il y a d'autres choses à faire. Si tu lis vite ou que tu n'aimes pas ça, et que comme moi, tu achètes des livres pour décorer ton intérieur de bobo parisien, j'ai des solutions. On veut des séries, nous. Mais vous lisez dans mes pensées, Elsa. Vous lisez très bien le conducteur fourni au préalable. Côté série, c'est le retour de plusieurs d'entre elles cette semaine. Tu trouves la situation sanitaire actuelle et les points santé d'Olivier Véran anxiogènes? Petit joueur. Si tu veux voir les vrais dessous d'un hôpital au quotidien, le 12 novembre et pour la 17e saison consécutive, Grey's Anatomy is back. Après avoir survécu à un tremblement de terre, une noyade, un crash d'avion, une tempête, un tueur fou, une bombe, un accident de voiture, la mort de son BF, le cancer d'une amie, le départ de ses 2 autres BF, la mort de sa sœur, celle de son mari, et j'en passe, Meredith survivra-t-elle au Covid? Parce que les scénaristes ont décidé d'intégrer le Covid au scénario. Covid qui a d'ailleurs sauvé la saison dernière l'un des personnages, vu que les tournages ont été arrêtés et qu'ils n'ont pas pu tourner l'épisode en question. Si on veut rester dans l'univers médical, mais policier, ça ne s'invente pas, et c'est français. Le même jour, Balthazar, avec Thomas Sisley, revient pour une nouvelle saison, la 3e. Si comme moi, vous ne saviez pas que ça existait, eh bien, il s'agit d'une série où Raphaël a tout pour plaire. Il est charmant, beau, intelligent et sait faire parler les morts comme personne. Médecin légiste le plus doué de sa génération, il fascine autant qu'il exaspère, car il se moque des normes et des conventions, puisqu'il va aller sur le terrain et enquêter. Ça promet, c'est sur TF1, ça commence le 12 novembre aussi. Je vous conseille aussi la série franco-israélienne Possession, qui est toujours disponible sur MyCanal. On y suit Karim, un diplomate français interprété par Reda Kateb. Pas mal de casting, chargé d'enquêter sur Nathalie, une Française expatriée à Tel Aviv, accusée d'avoir tué son mari le soir de ses noces. La jeune femme, en apparence perdue et vulnérable, cache un mystérieux passé et pourrait bien être plus manipulatrice qu'elle ne paraît. Un thriller intégrant. Enfin, à noter la sortie le 15 novembre de la saison 4 de The Crown sur Netflix. On va y suivre encore les pérégrinations de la reine Elisabeth. Et la saison 2 de His Dark Materials, La Croisée des Mondes. Donc la suite de la Boussole d'Or, le 16 novembre sur OCS. Et si après tout ça, on n'est toujours pas rassasié, qu'on a envie de cinéma, on fait quoi? Décidément, Elsa, il se passe quelque chose sur ce plateau, enfin sur ce Skype. Côté cinéma, quelques recommandations très personnelles. Ça veut dire que je vais parler de films que j'aime bien, mais qui sont plus ou moins vieux. D'abord, alors je vais vous parler de Guava Island, c'est mon coup de cœur sur Amazon Prime avec Childish Gambino et Rihanna. Normalement, à ce stade-là, il n'y a même plus besoin de pitch, mais bon, je vais le faire quand même, sait-on jamais. Un jeune musicien organise un festival dans le but de libérer, fût-ce pour un jour, le peuple opprimé de l'île de Guava Island. C'est un film poétique porté par les musiques de Childish Gambino, connu aussi sur le nom de Donald Glover dans Community. À voir si ça n'est pas encore fait. Autre film de confiné masochiste que je suis, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, Un jour sans fin. Phil Connor, journaliste à la télévision et responsable de la météo, part faire un reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney, voilà, je t'ai dit, c'est fait, où l'on fête le jour de la marmotte, dans la possibilité de rentrer chez lui, ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries. Il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Il va y vivre une journée sans fin, donc plusieurs fois la même journée. Il y a Bill Murray, de la neige, de l'amour. Sur un malentendu, ça fera office de film de Noël. Sinon, si vous êtes plutôt du genre confiné qui fait des plans pour la sortie du Confifi, je vous conseille La folle journée de Ferris Bueller si vous ne l'avez pas vu. C'est dispo sur OCS. Ferris est un lycéen populaire. Il sèche les cours et embarque sa petite amie et son BF dépressif pour une folle journée, d'où le titre.
Ça se vend pas. Enfin, si malgré tout ça, vous voulez de la nouveauté, le film Bob l'éponge, éponge en eau trouble, prévu à la base pour le cinéma, est dispo en exclusivité sur Netflix. Voilà qui satisfera Elsa, qui est une grande fan, je le sais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Noam, vraiment décidément tu sais tout. Si vous m'invitez. Et à très bientôt pour de nouvelles recommandations et on réglera nos comptes dès le premier Shabbat du déconfinement. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Et on est en ligne avec Noémie, la présidente de l'UEJF, qui va nous faire du coup ton éditorial sur la haine en ligne sur Internet. On en est où aujourd'hui? Est-ce que Calvacom, Eunet, Axon, Imagine, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pas grand-chose. Et pourtant, en 1996, ce sont les plus grands fournisseurs d'accès à Internet sur le marché français. Nous sommes à l'émergence d'Internet. Les fondateurs de Facebook et de Snapchat sont encore en sixième, voire en primaire, mais l'UEJF est déjà sur le front avec à sa tête Yariv Abessera. Quel est le sujet? L'UEJF, à ce moment-là, remarque que les prestataires d'accès à Internet permettent à leurs clients d'accéder à des serveurs et à des messages négationnistes, tombant en France sous le coup de la loi dite Guesso qui vient juste d'être déclarée. C'est cette fois c'est le premier procès que l'UEJF mène contre une grande plateforme et c'est la première pierre à l'édifice du combat mené contre la haine en ligne. Mais pourquoi dès 1996 l'UEJF s'empare de ce sujet? Parce qu'à cette époque, nous comprenons une chose, il n'y a aucune dichotomie entre le réel et le virtuel. Ça vous paraît peut-être évident, mais en 1996, quand beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, ce n'était pas du tout une évidence. On arrive en 2000, quelques années plus tard, et cette fois l'UEJF s'attaque à encore plus gros. L'UEJF s'attaque à Yahoo. Yahoo qui à ce moment-là est une plateforme émergente. Encore à ce moment-là, il s'agit d'une affaire de négationnisme. La grande plateforme qui explose à cette époque permet sur son site de vente en ligne la vente de petites figurines nazies. Encore une fois, on s'attaque à Yahoo et Yahoo est obligé, in fine, après des mois et des mois de procédure, de retirer les figurines de sa plateforme. Avis aux étudiants en droit, vous tomberez peut-être sur ce cas à votre oral du barreau ou même si vous partez aux États-Unis faire vos études, ce cas est très très étudié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous me direz, aujourd'hui sur Vinted ou sur d'autres sites de vente en ligne, on ne vend plus de figurines nazies. C'est vrai, c'est un combat gagné, mais le combat ne s'est pas arrêté là. Vous vous baladez sur Twitter, sûrement tous les jours, vous vous connectez, vous voyez des hashtags émerger. Eh bien, en octobre 2012, le hashtag qui émerge, c'est le hashtag un bon juif, avec des milliers et des milliers de tweets haineux antisémites qui disent un bon juif est un juif mort, un bon juif est un juif en feu, un bon juif est un juif en cendres. Et à ce moment-là, Jonathan Ayoun, qui préside l'UEJF et l'ensemble de son bureau, se disent une chose, il est temps d'attaquer Twitter et de mettre Twitter face à ses contradictions et face à son incapacité à modérer son réseau. Parce qu'à cette époque-là, vous connaissez sûrement ce petit bouton signaler qui est en haut de chacun des tweets, chacun des posts Facebook. À cette époque-là, ce bouton n'existe pas. Ce n'est qu'uniquement après des mois de procédure, encore une fois, de combat contre Twitter qui ne veut rien lâcher, qui prône le premier amendement et qui n'a même pas de représentant en France, après des mois de procédure et avec notre avocat Stéphane Milti, que l'UEJF gagne de nouveau ce procès, fait retirer les tweets antisémites, obtient les adresses IP et une autre grande victoire, celle de l'émergence de ce bouton signaler qui avant cela n'existait pas. Et puis nous voilà, de 2016 à aujourd'hui, nous tentons, à l'époque c'était Sacha Hengeviertz et aujourd'hui dans mon mandat avec mon bureau et l'ensemble des militants de l'UEJF, nous tentons de montrer que la modération de Twitter est encore inefficace. Et lorsque vous signalez des tweets antisémites, eh bien Twitter aujourd'hui ne fait rien ou quasiment, et c'est ce que nous avons montré dans un testing que nous avons réalisé dans le dernier confinement. Alors ce sujet émerge aujourd'hui, éclate dans l'actualité avec l'assassinat de Samuel Paty et ce terroriste qui se servait des réseaux sociaux et notamment de Twitter pour répandre sa haine en amont, mais aussi malheureusement et terriblement lorsque Samuel Paty a été assassiné, il a posté cette photo terrible sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une caisse de résonance de la haine. Ils permettent de connecter des terroristes et des haineux de par le monde et c'est la responsabilité des plateformes de modérer, de réguler et de ne pas laisser passer. Et ce jeudi, nous serons en médiation
face à Twitter pour les mettre une nouvelle fois face à leurs contradictions et faire en sorte que définitivement ils se mettent à modérer et à ne pas laisser des contenus haineux proliférer uniquement parce que le flux leur rapporte beaucoup d'argent. Et ça, c'est un combat que nous comptons gagner comme tous les précédents. Merci beaucoup Elsa. C'est à toi Noémie. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. L'impertinente, RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, les invités, les chroniqueurs. J'espère vous retrouver vite en studio et merci à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi prochain, de bonne humeur, révolté et impertinent. Retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.